Le jour où j'ai failli finir ruiné avec de l'immobilier, c'est parti, introduction. Donc salut à toi cher Phoenix, bienvenue dans cette nouvelle vidéo de la chaîne Phoenix Institute, bienvenue. Aujourd'hui nous allons aborder, comme on a dit en introduction, je vais te raconter en fait une histoire tout simplement de qu'est-ce qui m'est arrivé au tout début de mon parcours d'investisseur qui a failli me ruiner ma carrière d'ailleurs d'investisseur au tout début. Donc je vais te raconter cette histoire, mais avant toute chose, si jamais tu aimes ce type de contenu et que tu as envie de nous soutenir, pense à liker la vidéo, à t'abonner à notre chaîne YouTube et n'hésite pas également à activer la petite cloche de notification, ça fait plaisir, merci à toi, c'est la récompense. Et sans plus tarder, nous allons rentrer dans le vif du sujet, c'est parti. Donc du coup, au tout début de mon parcours dans l'immobilier, alors moi j'avais mes objectifs et tout ça, donc j'avais une prise de conscience concernant mon avenir en tout cas, et du coup j'ai décidé de me lancer dans l'immobilier parce que l'immobilier c'est un des meilleurs piliers pour s'enrichir, et à partir de ce moment-là, du coup j'ai bouquiné, j'ai regardé beaucoup de vidéos sur YouTube, j'ai regardé beaucoup d'articles sur internet, ça c'était il y a environ 4 ans, 4-5 ans. Et je suis passé à l'action parce que du coup j'avais ce profil où j'apprenais quelque chose et je voulais le mettre en application directement après. J'ai commencé à acheter des garages. D'ailleurs, une vidéo sur la chaîne va pas tarder à arriver sur justement pourquoi les garages sont une erreur. Donc si jamais t'es intéressé, pense à rester du coup au courant des actualités. Et du coup je me suis mis à la recherche juste après avoir acheté 10 garages d'un immeuble de rapport. Alors l'immeuble de rapport, c'est un produit qui est extrêmement puissant dans l'immobilier parce que du coup ça te permet, grâce à l'effet de levier, de récupérer des sommes assez importantes avec du rendement, si jamais tu fais bien les choses, à 10%. Donc on va dire pour devenir rentier, c'est une façon extrêmement rapide de pouvoir le faire. Donc je m'intéresse aux immeubles de rapport et du coup je fais plusieurs recherches et tout ça, et je tombe sur un immeuble de rapport dans une petite ville de l'Aude qui est extrêmement intéressant. Un immeuble de rapport à 400 000 € environ, 20% de rentabilité à peu près, c'était un peu plus, je crois que de tête c'était 90 000 € de revenus locatifs annuels, 17 logements, c'était vraiment un immeuble incroyable. En tout cas sur les chiffres, les chiffres étaient vraiment super. Alors ce qui s'est passé, c'est que du coup je me suis engagé, j'ai été rapidement séduit par le bien, il était quand même assez imposant, assez joli. Du coup les chiffres étaient là, il y avait tout qui était là, et l'erreur que j'ai faite, c'est que du coup je me suis emballé. Et quand je me suis emballé, donc du coup j'ai fait une offre d'achat, j'ai commencé à immobiliser le bien, j'ai commencé à regarder un petit peu ce qui se passait au niveau des travaux et tout ça, pour justement budgétiser et remettre certains appartements au goût du jour. Et j'ai j'ai pas fait mon travail d'investisseur correctement. C'est-à-dire que du coup, je me suis laissé endormir par l'agent immobilier et par le propriétaire qui était à chaque fois présent lors des ventes. Donc du coup, quels étaient les problèmes? Alors, il y avait de multiples problèmes dans ce bien. Déjà, il y avait que 2 compteurs d'électricité pour 17 logements, donc c'était pas terrible. L'électricité et l'eau cohabitaient dans une même gaine technique, donc ça aussi, pareil, c'était pas terrible. Et il y avait qu'un seul compteur d'eau pour tous les appartements, même pas de dévisionnaire. Ensuite, il y avait pas mal de problèmes d'insalubrité au niveau des appartements, comme pas de VMC, donc tout ce qui est, on va dire, les extracteurs d'air dans les appartements qui permettent justement de faire circuler l'air pour ne pas avoir d'humidité. Il n'y avait pas de VMC dans quasiment tous les appartements. Il y avait des locataires qui étaient un peu populaires, bon, même si c'est pas un problème en soi, du coup, ils ne prenaient pas très soin des parties communes et des appartements. Bon, bref, de toute façon, dans tous les cas, je voulais faire des travaux pour remettre les choses aux normes et tout ça. Et il y avait également des problèmes concernant la sécurité du bâtiment et tout ça au niveau des fluides. Sans parler d'autres problèmes qui ont survenu après, comme par exemple, il y avait eu un meurtre dans le bâtiment, enfin bref, c'était un problème, enfin il y avait pas mal de problèmes qui se cumulaient, mais le plus gros problème, c'est que, en fait, dans cette commune, en particulier, un permis de louer s'était instauré. Ah, attends, juste avant, j'ai oublié un petit problème aussi, qui était assez important. Il y avait des sani-broyeurs, donc les toilettes, pour 90% d'entre eux, c'était des sani-broyeurs. Donc si jamais ça t'intéresse de savoir ce que c'est un sani-broyeur, c'est des toilettes avec, on va dire, des conduits d'évacuation qui sont beaucoup plus petits, qui ne sont pas en 100 mm, comme on peut retrouver dans ton appartement avec des gros tuyaux. C'est des petits tuyaux minuscules, où du coup, tout ce qui est les déchets sont évacués dans ce petit tuyau. Du coup, ça peut bloquer tout ça. Et tu vas comprendre pourquoi je t'en parle, c'est que du coup, il y a eu le permis de louer qui s'était instauré dans cette commune. Et du coup, dans le permis de louer, quand tu vas pour louer un appartement, sachant que l'ancien propriétaire faisait du meublé, donc des baux qui étaient assez courts, tu es obligé de faire une demande en mairie
que la mairie a un mois environ pour te répondre, envoyer une personne sur place, et si jamais le logement est décent et convenable, tu peux louer ton bien. Et en fait, le bien était en train de se vider petit à petit, parce que du coup, quelques mois en arrière, le permis de louer s'était mis en place, et du coup, l'immeuble était en train de se vider. En plus, la personne qui s'occupait de ça à la mairie, c'était un ancien légionnaire, hein, quelqu'un qui était extrêmement réglo au niveau des réglementations, intransigeant. Donc, en fait, je n'avais pas budgétisé assez de travaux à ce moment-là. Et de toute façon, dans tous les cas, même, ça ne serait pas passé à cette époque, ma situation, l'immeuble plus les travaux. J'étais déjà engagé sur le compromis de vente. Et du coup, le bien était en train de se vider. Mais ça, je l'ai su vraiment tout à la fin en menant mon enquête. Imagine si jamais j'avais acheté cet immeuble au tout début dans ma carrière d'investisseur, avec peu de moyens, peu on va dire, de solidité financière, ça aurait pu littéralement me ruiner. Même si les rentabilités étaient bonnes, même si jamais cet immeuble était intéressant en soi, le fait de mal avoir fait mon travail d'investisseur a failli me conduire à la ruine. Alors tout ça, c'est pas pour te raconter ma vie, c'est juste pour on va te dire, te mettre, on va dire, la puce à l'oreille sur le fait qu'acheter un immeuble de rapport, c'est extrêmement intéressant, comme je dis au début de la vidéo. C'est un véhicule d'enrichissement qui est très puissant, parce que du coup, voilà, il y a plein de logements, tu peux faire des locations courte durée, tu peux mixer les stratégies, faire de la colocation si jamais ça s'y prête. Tu as beaucoup de choses qui sont possibles de faire dans un immeuble de rapport pour optimiser, gagner encore du rendement, enfin bref, tu peux faire du levier sur une grosse somme. Et en plus de ça, c'est un produit qui rassure les banques, donc que tu le fasses en société civile immobilière ou en nom propre, c'est extrêmement puissant. En revanche, c'est quand même un bien qui est réservé pour les investisseurs, on va dire, plus chevronnés. Pourquoi ? Parce que du coup, on va dire que toujours, dans l'investissement, le risque est proportionnel à l'investissement. Ça veut dire que si jamais tu es un investisseur débutant et que tu te mets sur un immeuble de rapport, bah, sache que voilà, il y a quand même des coûts qui peuvent être importants, il y a quand même des problèmes qui peuvent être beaucoup plus importants, et quand tu es responsable de tout un bien, tu as ta responsabilité qui est engagée. Donc, ce que je vais faire, c'est que dans cette vidéo, c'était pas pour te raconter ma vie, c'était vraiment pour te parler de quand tu visites un immeuble de rapport, vraiment faire une rapide vidéo sur quelles sont les choses que tu dois vérifier pour faire une bonne visite et ne pas te faire avoir ou te faire endormir par l'agent immobilier ou par le propriétaire comme il m'est arrivé. Première chose, ce que je te recommande de faire, c'est tout d'abord d'avoir une liste avec, si jamais tu es un investisseur débutant, si tu es plus chevronné ou que tu as l'habitude de faire des visites. Bon après, forcément, ça devient naturel et tu n'as plus besoin de ta liste, mais une liste de checkpoints, de choses à vérifier et de choses à demander également à l'agent immobilier ou au propriétaire qui effectue la vente. Comme ça, au moins, tu, on va dire, élimines au fur et à mesure des questions ou des choses qui pourraient être problématiques et au fur et à mesure, tu avances pour justement, en fait, quand on achète, il faut absolument être sûr de ce qu'on achète et ne pas découvrir les problèmes par la suite. Donc, fais ta liste et demande certaines informations. Alors moi, ce que je demande déjà en premier, c'est je mets les choses au clair avec l'agent commercial ou enfin l'agent immobilier ou avec le propriétaire, c'est je ne veux pas qu'on me parle des points forts d'un bien, je veux qu'on me parle directement des points faibles. Les points forts, ils sont visibles. D'accord, ok, il est bien situé, il a un bon rendement, tout ça, c'est des choses que l'on sait que généralement, soit les sites annonceurs, soit l'agent immobilier, si tu fais du off-market, va te communiquer au tout début. Donc ça, les points forts, on est assez intelligent pour les voir. L'important, en tout cas, c'est de parler directement des points faibles. Et c'est super important parce que du coup, je peux même te recommander de parler que tu es professionnel de l'immobilier, que tu es investisseur, tu vois. Et du coup, dans la tête de l'agent immobilier ou du propriétaire, ça va pas être la même chose. Ils vont voir que tu as de l'expérience, que tu as des connaissances et ils vont pas vouloir t'endormir. Donc du coup, tu parles directement, tu leur demandes de te donner les points faibles, les problèmes ou les choses qui ne vont pas dans le bien, ou si jamais il y a des permis comme le permis de louer ou quoi que ce soit, ou des choses qui vont toucher, on va dire, le quartier ou l'agglomération, de t'en parler. Ça, c'est super important et n'oublie pas de répertorier. Deuxièmement, demande le nombre de lots et le nombre de lots qui sont déclarés en mairie. Alors ça, c'est ultra important. De toute façon, on verra à la fin parce que je te dirai ensuite comment faire pour mener sa petite enquête sur un bien immobilier. Mais n'hésite pas à demander le nombre de lots qui sont déclarés en mairie et le nombre de lots qui est présent dans l'immeuble. Si jamais il y a 5 lots dans l'immeuble, mais que, admettons que 3 sont déclarés en mairie, il va sans doute falloir que tu mettes ça à jour, on va dire, au niveau de la mairie pour être tranquille. Également, je te recommande, donc dès que tu as signé les papiers, parce que généralement les agents commerciaux ou les propriétaires vont vouloir que tu signes un papier parce qu'il y a les informations personnelles du propriétaire. Donc, dès que tu as signé les papiers avec l'agence pour les bons de visite, je te recommande de directement demander les diagnostics performance énergétique du bien et tout ce qui est, si jamais il y a une copropriété, règlement de copropriété.
parce que des fois il y a des immeubles avec une copropriété, on en parlera d'ailleurs, c'est un problème que j'ai oublié d'évoquer au tout début, parce que l'immeuble en question avait une petite copropriété qui disait que je n'étais pas le seul à pouvoir prendre des décisions. Donc ça aussi c'est un truc qui est assez important à prendre en compte, mais si jamais il y a une copropriété, il faut le savoir, il faut avoir le règlement de copropriété si jamais tu achètes un appartement ou un immeuble, mais si jamais il y en a une, demandez le règlement de copropriété parce que certaines choses ne sont pas potentiellement autorisées si tu veux faire de la location courte durée ou autre. Donc ces documents, les DPE par exemple, enfin tout ce qui est la fiche technique va te permettre de savoir déjà si ton bien il y a de l'amiante, si jamais ton bien il y a du plomb, si jamais ton bien il y a des problèmes qui sont liés à la structure ou peu importe, ça va te permettre en fait d'avoir une petite fiche d'identité, c'est une carte d'identité en fait, hein, c'est le diagnostic de ton bien, fait par un professionnel externe. Donc voilà pareil, hein, il faut toujours prendre et à laisser, mais au moins tu peux du coup avoir un document qui te permet de recenser toutes les anomalies, si tu as des anomalies électriques, si tu as des anomalies sur l'eau, même les surfaces, même si les surfaces, voilà, elles ne sont pas tout le temps justes sur les DPE parce que c'est pas un géomètre, mais ça te permet de déjà pouvoir dégrossir. Si jamais il y a de l'amiante, pareil, c'est pas très grave s'il y en a dans le sol ou sur une gouttière, ça c'est pas très important. Par contre, il y a des endroits amiantés et que du coup tu dois faire des travaux, il faut le prendre en compte parce que ça peut te faire des frais supplémentaires par la suite. Donc les DPE, c'est un super moyen de voir si jamais ton bien a des problèmes, c'est la carte d'identité de ton bien, c'est comme une prise de sang ou ta carte d'identité personnelle, ça te donne la carte d'identité de ton immeuble de rapport. Donc ça c'est super important et n'hésite pas à les demander, donc tu les auras dans les prochains jours pour pouvoir mener ton enquête si jamais le bien t'intéresse. Ensuite, quand tu rentres dans ton bien immobilier, ce que je te recommande, c'est directement de regarder les compteurs d'eau et les compteurs d'électricité. Au moins tu peux voir si jamais il y a le bon nombre de compteurs d'eau, si jamais il n'y a pas le bon nombre de compteurs d'eau, des fois c'est pas grave parce qu'il y a des compteurs divisionnaires au niveau des paliers, mais le nombre de compteurs d'électricité. Si jamais tu as 6 appartements mais que tu n'as que 3 compteurs d'électricité, il y a un problème. Ça veut dire qu'à un moment donné, il y a un sous-compteur ou il y a quelque chose qui n'est pas aux normes, et ça, c'est un peu problématique parce qu'il va falloir que tu budgétises justement le fait, c'est pas grave, hein, c'est des problèmes, mais il faut que tu budgétises le fait que tu n'aies pas le nombre de compteurs pour justement emmener le bon nombre de compteurs pour le bon nombre d'appartements. Sachant que du coup, pour te donner un ordre d'idée, si jamais il n'y a pas le bon nombre de compteurs et qu'il y a beaucoup d'appartements qui n'ont pas leur propre compteur, il va sans doute falloir que tu fasses une colonne montante et ça coûte pareil un certain prix. Donc c'est important à prendre en compte. C'est pour ça d'ailleurs que je n'ai pas acheté le bien en question, c'est qu'il y avait une colonne montante à mettre en place. Je crois que c'était 30 000 ou 40 000 euros de tête. C'était un budget assez important pour 17 appartements. Donc voilà. Faut que tu prennes en compte. Donc regarde le nombre d'appartements, de compteurs d'électricité. Ça, c'est un des premiers trucs que tu peux prendre en compte directement au début. Donc généralement, ils sont en bas de l'immeuble. Donc jette un coup d'œil, sinon demande à l'agent immobilier où ils sont. Également, regarde l'état des parties communes. Est-ce qu'il y a des problèmes d'électricité, des problèmes d'infiltration avec des taches d'humidité au plafond? Ça, ce sont des choses qui sont intéressantes à jeter un coup d'œil parce que du coup, ça te donne une idée dans laquelle se trouve le bien. En plus de l'année, tout ça, ça va te donner une idée de tout ce que tu vas pouvoir voir par la suite. Autre point important, si jamais tu fais la visite d'un appartement, je te dis juste méfie-toi. Alors, c'est bien de se rendre compte, de rentrer dans un appartement et tout ça, mais des fois, ce que font les agents immobiliers ou ce que font certains propriétaires, c'est qu'ils te font un appartement témoin. Donc un appartement témoin qui, va dire, est esthétique, qui donne envie d'acheter tout ça, mais des fois, l'appartement témoin n'est pas, on va dire, dans le même état ou n'est pas comme tous les autres appartements. Donc si jamais tu vois cet appartement témoin, ça te donnera un ordre d'idée, vérifier tout ton appartement comme tu ferais une visite d'appartement classique. Voilà les matériaux qui ont été utilisés, d'ailleurs c'est un bon témoin d'indication. Si jamais c'est plutôt du rafistolage ou des matériaux bas de gamme, fais un peu attention au reste de l'immeuble, c'est-à-dire que voilà, lui il a voulu tellement être rentable que du coup il a fait du rafistolage, et à partir du moment où c'est du bricolage, ben déjà tu peux pas vraiment avoir confiance dans les rénovations qui ont été faites déjà dans le bien. Donc ça c'est un bon indicateur aussi, mais voilà, si jamais ça t'intéresse et que du coup tu vois un petit peu à quoi t'en tenir au niveau de l'immeuble, n'hésite pas quand même à faire la demande de visiter les autres appartements. Si tu es dans dans une ville ou une commune où il y a un permis de louer, des choses que je peux te recommander de vérifier. Alors, un truc extrêmement important, peut-être on t'en fera une autre vidéo si jamais ça t'intéresse, c'est la hauteur sous plafond. Ça, c'est une erreur qui a failli m'arriver dans un autre bien, dont je ne te parlerai pas dans cette vidéo, mais en gros, il faut qu'elle soit de 2,20 m minimum, parce que sinon, là, ce n'est pas considéré comme un appartement, vu que la hauteur sous plafond n'est pas assez importante. Donc, si jamais tu as des combles qui sont aménagés, ou que tu as envie d'aménager des combles, pense qu'il faut la surface carrée sera automatiquement prise en compte à partir de 2,20 m.
Et pour louer un logement décent, il faut absolument que tu aies 2,20 m minimum dans ton bien. Donc ça, c'est quelque chose qu'il faut prendre en compte. Et regarde les VMC, si jamais il y en a dans les salles d'eau, cuisine, salle de bain et toilettes. Ça, c'est aussi intéressant. Ou si jamais il n'y a pas de VMC, au moins des ouvrants pour pouvoir dégager l'humidité. Parce que sinon, si tu es dans un permis de louer, tu ne pourras pas faire louer ton logement. Et pareil, des trucs tout bêtes. Par exemple, il faut qu'il y ait une bonne hauteur de rambarde. Sinon, tu as des risques. Si jamais tu as un enfant et tout qui tombe et tout ça, c'est ta responsabilité. Donc, fais très attention à ça. Ensuite, je vais te parler, on va dire, des choses qui peuvent vraiment aussi poser problème, qui sont plus, on va dire, visibles. Quand tu visites un immeuble, sache que tu achètes tout l'immeuble. Donc ça, c'est important que tu le prennes en compte. Donc, regarde les façades, pas que l'intérieur, mais aussi les façades. Parce que les façades, des fois, tu peux avoir des grosses fissures avec des structures qui sont abîmées, surtout si tu veux faire de l'immeuble rentable. Forcément, la rentabilité, des fois, c'est que le bien est abîmé ou qu'il y a des travaux à faire derrière. Donc, ne passe pas à côté de certaines choses importantes. Regarde si la structure est abîmée. Si jamais tu as un doute, fais intervenir une personne qui va pouvoir justement voir si ta façade ou ta structure est bonne. Et si jamais tu as des grosses fissures et tout ça, c'est pas grave. Des fois, tu as des fissures, mais c'est juste, on va dire, la couche de peinture au-dessus qui est craquelée. Mais si tu as des grosses fissures qui sont creusées dans l'édifice, fais attention parce que du coup, ta structure est peut-être affaiblie et il y a peut-être un risque d'effondrement. Pareil, si jamais tu as un immeuble qui est dans une grande bande d'immeubles. Si jamais tu as un autre immeuble juste à côté qui est abîmé ou qui a une structure qui est affaiblie, sache que si jamais il s'effondre, il va pouvoir peut-être, quand un immeuble s'effondre, généralement, il embarque les structures qu'il y a à côté de lui. Donc, si jamais tu as un immeuble qui est en très mauvais état à côté, prends-le quand même en compte. Et un autre truc à prendre en compte qui est super important, qui fait beaucoup de frais pour les jeunes investisseurs, moi-même ça m'arrive, ça m'est arrivé 3 fois, je crois, en 1 an sur différents immeubles, c'est la toiture. La toiture, fais en sorte de absolument jeter un coup d'œil à la toiture. Donc des fois, il faut que tu rentres dans les combles comme ça, en rampant et tout ça, c'est un carnage. Mais vérifie ta toiture, parce que la toiture, déjà, des fois, tu as des tuiles qui sont disposées, qui sont pas bien disposées, donc ça, tu peux le voir en dessous. Pareil, si tu as un doute, tu peux venir à un professionnel. Et des fois, tu vas avoir des infiltrations d'eau. L'eau, c'est très dangereux dans un immeuble, parce que tu vois, si jamais tu as de l'eau qui rentre quelque part, ça te fait des dégâts des eaux, déjà, c'est chiant, ça te fait des frais. Et de deux, ça te fait ça peut t'affaiblir un bâtiment. Si jamais tu as de l'eau qui commence à rentrer, qui t'abîme un sol, un sol il peut s'effondrer et tout ça après, donc il faut faire attention à l'eau. Donc vérifie que les tuiles soient bien mises et vérifie l'état des poutres. Les poutres, si jamais ta toiture est en mauvais état, ou qu'elle est rongée, ou qu'elle est minée, ou que... Fais attention parce que du coup, ou alors budgétise ta toiture parce que du coup, ça risque d'avoir des problèmes par la suite dans les prochaines années. Et ça, une toiture, ça peut coûter très vite cher, donc fais attention à ça. Donc voilà, j'espère que de toute façon, toutes ces informations-là pourront t'apporter, on va dire, des points de vigilance, pourront t'apporter des retours d'expérience qui sont intéressants, mais j'ai pas terminé parce qu'il y a d'autres choses à savoir sur les immeubles de rapport. Tout d'abord, si jamais tu as des travaux à faire sur, par exemple, ta façade ou en extérieur, tu as un truc qui touche les menuiseries, par exemple, sache que c'est des choses qui peuvent coûter cher aussi, les menuiseries, les encadrements des fenêtres et tout ça. Et un autre truc qu'il faudrait que tu prennes en compte, de toute façon, en tous les cas, ça c'est la fin de la vidéo, c'est fais attention à l'endroit où tu te situes. Il y a 2 catégories de bâtiments. Il y a les bâtiments qui sont dits classés. Donc ça, c'est les bâtiments qui appartiennent au patrimoine des bâtiments de France. Et ensuite, il y a les bâtiments qui sont dans un secteur. Donc généralement, c'est, alors de tête, je vais te le dire, je ne sais plus exactement, je te mettrai au pire des cas un screenshot dans la vidéo pour que tu puisses voir, mais en gros, tu as un secteur d'environ 300 mètres de tête autour d'une église, où justement, ce sont des bâtiments qui sont justement autour d'un patrimoine des bâtiments de France, et du coup, que ce soit des bâtiments qui soient classés ou que ce soit des bâtiments qui sont dans un secteur, ces bâtiments-là nécessitent, on va dire, une révision. Si jamais tu veux faire un travail quelconque à l'extérieur de ton bâtiment, tu dois demander à un architecte des bâtiments de France voilà. Il faut que tu demandes à un architecte des bâtiments de France si tu veux faire quoi que ce soit comme travaux avec des CERFA à remplir. C'est assez fastidieux parce que les CERFA, il y a beaucoup de choses à remplir, il faut que ça soit renvoyé, il y a beaucoup d'administratifs derrière, donc ça, il faut que tu prennes en compte. Et pareil, si c'est des bâtiments qui sont classés, il faut que des fois, c'est en intérieur, pareil. Si jamais tu as des belles poutres ou tu as des belles hauteurs sous plafond avec, je sais pas moi, des plafonds qui sont travaillés, fais attention parce que des fois, tu ne pourras pas modifier, même si ton bien à l'intérieur comme tu veux, et il faudra demander à un architecte des bâtiments de France pour préserver le bien.
Donc ça, fais attention à ça. Donc demande aussi si jamais tu es dans un secteur qui est classé, c'est super important. Dans tous les cas, si jamais tu achètes un gros immeuble, ce que je te recommande en fin de vidéo, c'est de faire ton enquête. Même si tu as posé plein de questions à l'agent immobilier pour savoir les charges, les si, les mi, est-ce qu'il y a des problèmes, n'hésite pas à faire une enquête plus approfondie. Enquête plus approfondie, si jamais tu vois des locataires, n'hésite pas à leur poser des questions. Est-ce que tout se passe bien ici? Est-ce qu'il y a des problèmes? Est-ce qu'il y a ci? Est-ce qu'il y a mi? Des fois, ils vont te remonter des informations qui pourront être intéressantes pour toi en tant qu'entrepreneur de l'immobilier, du coup, pour ne pas faire des erreurs ou alors certains problèmes qu'on t'aurait omis de te dire. Également, demande au voisinage. Moi, le voisinage, par exemple, j'étais allé demander à la boulangère du coin, et la boulangère du coin, elle est là depuis longtemps, donc elle a toujours les petits ragots, les petits machins. Pareil, à la petite mamie, elle pourra te donner des informations intéressantes sur ton quartier, ton secteur, des choses qui pourront te servir en tout cas, ou des risques que tu n'as pas anticipés. Par exemple, dans ce bien-là, en l'occurrence, il y avait voilà, une population gitane. Enfin, c'est pas grave en soi, hein, c'est pas grave, mais du coup, ça peut voilà, emmener à avoir du tapage nocturne, des choses qui peuvent t'intéresser si tu veux faire de la location courte durée ou peu importe. Enfin bref, ça te permet d'avoir une meilleure connaissance de ton secteur, et en ayant une bonne connaissance de ton secteur, bah, du coup, ça limite les surprises par la suite. Également, j'avais demandé moi à la police municipale qui du coup opérait dans le secteur, et du coup, la police municipale m'avait remonté certains problèmes liés au bien. Donc il y avait une personne qui avait justement commis un meurtre, donc ça c'est les choses pas trop marrantes, et ça peut freiner justement si jamais tu as envie de remettre en location derrière. Donc on m'avait dit ça. Et dernière chose, prends attache auprès de la mairie. C'est toujours bien quand tu es un investisseur dans une ville, que tu as envie d'investir dans plusieurs biens de la ville, ou que tu veux investir dans cette ville-là, de prendre attache avec la mairie, de te faire un réseau de contacts au niveau de la mairie, parce que du coup, ça te permettra de connaître les gens qui opèrent au niveau de l'urbanisme, les gens qui pourront être des bons interlocuteurs par la suite pour ton bien immobilier, ou alors des gens qui pourront te mettre en garde de certaines choses. Après, c'est pas parce qu'il y a des gens qui te disent faites attention à ci ou à ça qu'il faut boire leur parole et avoir peur. Un investisseur, justement, c'est juste une personne qui va limiter le fait d'avoir des problèmes et qui va faire des opérations rentables. Et généralement, les opérations rentables, c'est des opérations où il y a des problèmes, où il y a des choses à gérer, ou alors les choses qu'on optimise. Donc voilà, ça c'était à peu près tout pour cette vidéo. Et pour terminer, je t'ai pas parlé de la copropriété, juste ça c'était un dernier élément que je voulais aborder avec toi, et après on va terminer sur cette vidéo de comment visiter un bien immobilier. La copropriété, par exemple, juste pour te raconter, c'était 2 immeubles, et en fait une partie de l'immeuble d'à côté en fait était intrusive dans mon immeuble. Ce qui veut dire qu'en gros, l'immeuble d'à côté, il y avait une mini copropriété au niveau de mon immeuble. C'est-à-dire que lui, si jamais il faisait des travaux dans son bien, j'avais avec un prorata, un pourcentage, de l'argent à débourser pour son immeuble et vice-versa. Donc ça, c'était juste le dernier point dont je voulais aborder avec toi. En tout cas, j'espère que cette vidéo t'aura plu. Pense à t'abonner, comme on l'avait dit en début de vidéo. Merci à toi si tu nous suis. En tout cas, n'hésite pas à nous mettre en commentaire les sujets que tu aimerais bien qu'on apporte. Si tu es fan d'immobilier, de business, de finance, n'hésite pas à nous dire quel est le sujet qui t'intéresserait qu'on discute ensemble. C'était Antonin, à très bientôt.